À cet âge où les jours deviennent plus courts que les souvenirs, Jean-Paul Belmondo s'assit dans une pièce presque silencieuse, éclairée à peine par une lampe dorée qui semblait vaciller au rythme de son souffle. À 81 ans, son visage portait les traces d'une vie vécue dans la lumière. Mais ses yeux, eux, avaient quelque chose d'autre ce soir-là. Une fatigue douce, comme si un secret longtemps retenu demandait enfin à sortir. Devant lui, sur une table en bois sombre, reposait une photographie ancienne. Un visage de femme, flou, capté dans un éclat de rire. Il posa ses doigts dessus avec une lenteur presque religieuse, comme si le papier pouvait encore contenir une part du passé. Pendant des décennies, le public avait cru tout savoir de lui. Son charme indomptable, ses cascades insensées, son rire franc qui traversait l'écran comme un coup de vent. Pourtant, derrière cette image de légende, il restait une histoire qu'il n'avait jamais racontée. Pas à la presse, pas aux amis, pas même à ceux qui partageaient ses nuits trop courtes. Une histoire d'amour qu'il avait vécue dans l'ombre, à une époque où rien ne lui semblait impossible, sauf l'idée de l'aimer au grand jour. Il inspira profondément, comme pour chercher dans son propre souffle la force de prononcer enfin ce qu'il avait eu si longtemps. La pièce paraissait se resserrer autour de lui, resserrer sa mémoire aussi, non pas pour l'étouffer, mais pour le guider vers un endroit où il n'était jamais retourné depuis des années. Dans ce silence lourd, presque sacré, une vérité s'ouvrait doucement sous ses mots hésitants. Une vérité qu'il avait protégée, puis fui, puis regrettée. Il murmura d'abord quelques phrases éparses, comme si la confession devait se frayer un chemin à travers des couches de temps. Puis sa voix se posa, grave, posée, débarrassée du masque de star. C'est à cet instant précis qu'on comprit que ce qu'il s'apprêtait à dire n'était ni un caprice tardif, ni une anecdote de vieille gloire. C'était un morceau de vie qu'il avait vécu en secret, un amour défendu, fragile, dont il n'avait jamais pu parler. La lampe projeta une ombre douce sur son profil, et le silence devint presque un personnage à part entière. On sentit qu'il allait nommer quelqu'un, raconter un moment, avouer une douleur. Son regard glissa vers la fenêtre noire, où la nuit semblait attendre, attentive et discrète. Et puis il lâcha une phrase qui changea tout. « Ce que je n'ai jamais dit, c'est que je l'ai aimé plus que tout le reste. » Il s'interrompit, comme s'il venait de franchir une frontière invisible, et ses doigts tremblèrent légèrement sur la photo. Mais ce qu'il allait révéler ensuite, personne n'y était préparé. Un vieux micro éteint, posé juste à côté de la photo, semblait soudain prêt à se rallumer. Bien avant que les caméras ne capturent son sourire insolent et que les affiches n'affichent son nom en lettres majuscules, il existait un Belmondo presque méconnu. Un jeune homme encore façonné par l'insouciance, par les soirs de doute et les matins d'espoir, par cette manière singulière qu'il avait de vivre chaque sensation comme si elle allait disparaître le lendemain. Le Paris de son adolescence n'était ni glamour ni célèbre. C'était une ville de pavés humides, de cafés modestes, d'ombres longues projetées par les réverbères, là où les rêves se formulent d'abord à voix basse avant de devenir destin. Ses premières émotions amoureuses naquirent dans cet univers-là. Il avait une vingtaine d'années, les poches vides mais le cœur trop plein. Ce n'était pas encore une époque de tournage ni de voyage. C'était une époque où l'on tombe amoureux simplement parce qu'un regard dure une seconde de plus que prévu. Elle s'appelait Claire, un prénom doux comme une caresse, un visage lumineux qu'il ne sut jamais oublier complètement. Elle n'était pas actrice, ni muse, ni étoile montante d'un milieu artistique. Elle était étudiante en lettres, amoureuse des mots, de la poésie, du théâtre qu'elle fréquentait comme un refuge. Elle écrivait sur des carnets usés qu'elle transportait partout, et il l'observait parfois en cachette, fasciné par la façon dont son crayon semblait suivre un rythme secret. Quand elle riait, son rire avait cette transparence particulière qui donne envie de rester, de regarder, d'écouter encore. Ils se rencontrèrent un soir d'automne, dans un petit théâtre du quartier latin, où l'odeur de poussière se mélangeait à celle des rideaux rouges. Il venait d'assister à une répétition, elle, à un débat littéraire. Ils sortirent presque en même temps, et un courant d'air froid les força à partager la même étreinte instinctive du manteau. Elle dit quelque chose sur le vent, lui répondit quelque chose sur la nuit, et sans le savoir encore, la scène était déjà écrite. Avec elle,
il découvrit une forme de douceur qu'il n'avait jamais rencontrée. Claire lui parlait sans précipitation, comme si chaque mot devait être choisi avec soin. Elle lui apprit à écouter, à laisser les silences exister, à regarder le monde autrement que comme un grand terrain de jeu agité. Il ne savait pas encore quel serait, à sa manière, son premier véritable repère. Leur histoire fut discrète, presque secrète, comme si elle avait eu peur de s'exposer trop tôt au tumulte de la vie. Ils marchaient beaucoup, parfois pendant des heures, sans direction. Leurs mains ne se tenaient pas toujours, mais leurs ombres, elles, ne se quittaient jamais. Après leur promenade, Claire glissait souvent un petit objet dans la poche de son manteau. Une phrase, un pétale séché, un ticket froissé, un fragment du temps qui passe. Jean-Paul, lui, conservait tout. Il ne pouvait s'en empêcher. Même des années plus tard, certaines de ces choses reposaient encore dans une boîte en fer, cachée au fond d'un tiroir qu'il n'ouvrait presque jamais. Pourtant, comme toutes les histoires se trop pures, celle-ci se fractura doucement. Claire reçut une bourse d'études et quitta Paris pour plusieurs mois. Ils se promirent de s'écrire, mais les lettres ne suffisent jamais à retenir ce qui glisse déjà entre les doigts. Le théâtre l'appelait de plus en plus. Elle s'éloignait sans vouloir faire mal. Un matin, il comprit qu'il avait perdu quelque chose qu'il n'avait pas encore eu le temps de nommer. Ce jour-là, en refermant la dernière lettre qu'elle lui envoya, il comprit qu'un premier amour peut sauver ou détruire. Et dans ce silence-là, sans le savoir encore, naquit une fêlure qui l'accompagnerait toute sa vie. Lorsque Claire disparut peu à peu de son horizon, un autre monde s'ouvrit devant lui. Celui des projecteurs, des salles obscures, des plateaux où tout semblait plus grand que la vie. Jean-Paul entra dans ce monde presque malgré lui, poussé par une énergie brute, par ce besoin d'exister intensément que rien n'avait encore calmé. Paris l'adopta comme un comédien tempérament, un visage que l'on n'oublie pas, un souffle nouveau dans un paysage artistique qui réclamait audace et vitesse. Les premières années furent des chaotiques et lumineuses à la fois. Il courait d'une audition à l'autre, traversant la ville comme un funambule traverserait un fil trop fin. Les portes s'ouvraient, se refermaient, s'ouvraient encore. Jusqu'au jour où un rôle changea tout. Un film tourné presque comme un défi, à la hâte, sans moyens, mais avec une liberté totale. À bout de souffle. Ce titre allait devenir une légende, et lui, l'incarnation même d'une génération qui refusait de se tenir droite. Du jour au lendemain, il passa de jeune acteur prometteur à visage emblématique. Les cafés murmuraient son nom. Les journaux publiaient son sourire. Les réalisateurs venaient frapper à sa porte. La célébrité ne le frappa pas. Elle le submergea. Les jours devinrent trop courts, les nuits trop bruyantes, les amis trop nombreux, les rendez-vous trop serrés. Il appartenait désormais au cinéma, à un public immense qui l'aimait sans vraiment le connaître. Mais dans la coulisse, autre chose grandissait. Un vide subtil, presque imperceptible au début. Une sorte de décalage entre ce qu'il offrait au monde et ce qu'il gardait pour lui. Les applaudissements résonnaient encore longtemps après la fin des scènes, mais il s'habituait à ses retours en loge où personne ne l'attendait vraiment. Le succès l'illuminait, mais d'une lumière qui laisse toujours une ombre sur le sol. À mesure que les années avançaient, cette ombre ne cessa de s'étendre. Il devenait un héros pour le public, un charmeur pour les médias, un homme inatteignable pour beaucoup. Pourtant, lorsqu'il se retrouvait seul, tard dans la nuit, il ressentait une étrange distance entre son cœur et l'image qu'il projetait, comme si sa vie appartenait à tout le monde sauf à lui. Les tournages se succédaient, les voyages l'emmenaient d'un continent à l'autre, et chaque décor devenait un refuge temporaire. Il riait, plaisantait, séduisait sans effort, mais quelque chose en lui restait sourd. Un soir, après une journée de cascade particulièrement risquée, comme il les aimait, il resta longtemps sur le sol, allongé, le regard plongé dans les projecteurs qui s'éteignaient un à un. Et dans ce silence résonna une pensée simple, presque troublante. Il ne savait plus depuis combien de temps il n'avait pas aimé quelqu'un de vrai. Autour de lui, la gloire créait du bruit, du mouvement, de l'admiration. Mais plus ce bruit grandissait, plus il commençait à ne plus s'entendre. Un écho étrange, diffus, qui lui rappelait que quelque part,
une partie de lui restait figée dans une époque ancienne, celle où il marchait des heures avec une femme qui écrivait des poèmes dans un carnet. Il continua pourtant, emporté par la machine du cinéma. Et c'est au cœur de cette frénésie, alors que tout le monde semblait le vouloir, que le destin décida de lui présenter la personne qui allait bouleverser son existence. La foule applaudissait, mais dans un coin de son âme, un silence attendait. Elle arriva dans sa vie à un moment où tout semblait déjà décidé pour lui. Rôle, voyage, obligations, obligations encore. Il ne cherchait plus rien, ou du moins, il croyait ne plus chercher. Les plateaux de cinéma étaient devenus sa maison, les éclairages sa respiration, et les applaudissements, une sorte de battement d'ailes extérieur qui l'accompagnait partout sans jamais pénétrer le cœur. Et pourtant, il suffit d'un jour, d'un regard, d'un sourire inattendu pour que le monde, le sien, vacille silencieusement. Elle s'appelait Anna. Un prénom simple, mais en bouche, il prenait une douceur presque clandestine. Elle travaillait sur un film où lui tenait le rôle principal. Pas une actrice, pas une star. Une femme de l'équipe artistique, attentive, discrète, qui observait beaucoup et parlait peu. Elle avait cette manière calme de se tenir en retrait, tout en veillant à tout, comme si le moindre détail méritait d'être respecté. Lui, habitué à ce qu'on le regarde avec admiration ou désir, fut frappé par cette absence totale d'effort pour le séduire. Elle ne cherchait rien. C'était peut-être pour cela qu'il se sentit attiré. Le premier échange fut presque anodin. Une discussion sur une scène difficile, un café partagé sur une marche d'escalier, un silence confortable après une longue journée. Pourtant, quelque chose se formait déjà entre eux, quelque chose dont aucun n'osait encore prendre la mesure. Avec elle, il redevenait Jean-Paul, pas Belmondo. Il n'avait plus besoin de jouer et de briller, d'être celui que le monde attendait. Il pouvait simplement exister. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde autour semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. C'était un amour qui n'avait pas le droit d'exister pleinement. La différence d'âge, la notoriété, les vies déjà construites de part et d'autre, tout semblait conspirer contre eux. Ils se voyaient en marge, comme deux voix qui s'appellent dans un couloir sans jamais pouvoir se rejoindre complètement. Mais c'est précisément dans ces interstices volés que leur amour trouvait toute son intensité. Ils partagèrent des soirs silencieux à regarder Paris s'étendre sous les toits comme une mer de lumière. Anna parlait de peinture, de voyages imaginaires, de musique oubliée. Lui, de ses doutes, de cette fatigue intérieure que personne ne voulait voir. Ce qu'il construisait n'était pas une passion bruyante, mais une tendresse profonde, presque clandestine, qui se glissait dans leur quotidien sans jamais demander la permission. Chaque minute passée avec elle lui donnait une impression étrange, comme si, après des années de tumulte, un espace intérieur s'ouvrait enfin. Avec Anna, le temps ralentissait. Il cessait d'être le héros d'une génération pour devenir un homme ordinaire, vulnérable, capable d'aimer sans se cacher derrière le masque de la célébrité. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin. Ils le savaient tous les deux. La presse commençait à poser des questions. Les producteurs s'inquiétaient. Les proches s'en mêlaient. On disait que ce n'était pas raisonnable, que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas le bon amour. Les regards devenaient lourds, les silences plus pesants encore. Un soir d'hiver, alors que Paris s'enveloppait d'un brouillard doux, elle lui dit qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Pas parce qu'elle ne l'aimait plus, mais parce que leur amour se heurtait à un monde qui ne leur appartenait pas. Il n'y eut ni cri, ni reproche. Seulement ce silence profond, celui qui ressemble à une porte qu'on referme doucement pour ne pas réveiller la douleur. Ils se quittèrent en se promettant de ne jamais s'oublier. Et ils tinrent cette promesse. Leur histoire n'eut pas de fin, seulement une pause qui dura toute une vie. Les années passèrent, rapides et silencieuses, comme les ombres qui glissent sur un mur au coucher du soleil. Jean-Paul continua de tourner, d'incarner des héros, de faire rire et rêver des millions de spectateurs. Mais au fond de lui, quelque chose demeurait immobile. Un espace secret où Anna n'avait jamais cessé d'exister. Il ne parlait plus d'elle, même aux plus proches. Il ne montrait jamais cette part de lui. La vie publique exigeait lumière, mouvement, assurance. Son cœur, lui, avançait autrement. Un soir, bien plus tard,
Lorsqu'il fut invité à une interview intimiste, on lui posa une question qu'il n'avait jamais voulu affronter. « Avez-vous connu un amour que vous n'avez jamais pu dire ?» Le silence s'installa comme une respiration contenue. Les caméras attendaient. Il baissa légèrement les yeux, comme si cette question réveillait un souvenir qu'il n'avait pas touché depuis des siècles. La vérité remonta lentement, sans brutalité, comme un courant chaud qui traverse un lac gelé. « Oui, il y a eu quelqu'un, » murmura-t-il. Il sentit le poids des années glisser sur ses épaules. Dans ses mains, il tenait encore ce vieux micro qu'il connaissait par cœur. Mais cette fois, il n'était plus l'acteur qui répond. Il était l'homme qui avoue. Il expliqua qu'il avait aimé une femme dans un moment où la vie ne voulait pas d'eux. Une femme qui avait su voir derrière la célébrité, derrière les masques, derrière la façade. « Elle m'a regardé comme si j'étais simplement Jean-Paul », dit-il d'une voix basse. La pièce devint plus calme encore, comme si même l'air se mettait à écouter. Il parla de leur nuit à contempler Paris, de leurs conversations qui ressemblaient à des confidences murmurées entre deux battements de cœur. Il parla de cette douceur rare, presque effacée, qui avait pourtant bouleversé sa vie plus que n'importe quelle passion bruyante. « Avec elle, j'ai retrouvé un silence qui m'avait manqué », confia-t-il. Puis il évoqua leur séparation, non pas comme une blessure, mais comme une fracture nécessaire. « Nous savions que nous nous aimions, mais nous savions aussi que nous ne pouvions pas nous garder », souffla-t-il. Une respiration longue coupa sa phrase. Il regarda la photographie qu'il avait posée devant lui, ce même visage flou qu'on apercevait au début, ce rire capté dans un fragment de lumière ancienne. Son doigt glissa sur le bord du papier, presque comme un geste d'adieu. « Je ne l'ai jamais oublié, et je crois qu'elle le savait. » La phrase resta suspendue dans l'air, fragile, vibrante, comme une corde tendue prête à se rompre. Pour la première fois, il acceptait de dire que cet amour avait façonné toute sa vie. Il expliqua que même au milieu de millions de regards, il avait parfois cherché le sien, que dans certaines scènes, dans certains sourires à l'écran, une part de lui s'adressait encore à elle, que rien, ni le temps ni le succès, ne lui avait permis de la remplacer. Et puis, presque comme une confession qu'on ne peut retenir plus longtemps, il dit d'une voix émue, « Elle a été le grand amour de ma vie. Pas le plus visible, pas le plus raisonnable, mais le plus vrai. » Il resta un moment immobile. Le micro était désormais allumé, mais il ne parlait plus. Ses yeux brillaient d'une lueur douce, celle de quelqu'un qui ne fuit plus. Son visage semblait apaisé, comme si, enfin, il avait déposé un poids qu'il avait porté seul pendant trop longtemps. L'intervieweur ne posa pas d'autres questions. Il comprit que tout venait d'être dit, que cette confession était moins une information qu'un acte de libération. Jean-Paul, lui, resta silencieux, l'air absent mais serein, comme s'il venait d'ouvrir une fenêtre dans une pièce restée fermée toute une vie. Et dans cette lumière nouvelle, on sentait qu'il venait de retrouver une partie de lui-même, une partie restée fidèle à Anna, toujours. Avec les années, Jean-Paul apprit à apprivoiser ce qui lui restait de cette histoire. Un parfum de nostalgie, une lumière douce qui persistait au fond des souvenirs, une certitude tranquille que certains amours ne disparaissent jamais vraiment. Il ne cherchait plus à comprendre ni à justifier. Il regardait simplement le passé comme on regarde un horizon lointain, avec tendresse et sans regret. À 81 ans, l'homme que l'on connaissait pour son audace et son sourire éclatant avançait désormais avec une sérénité nouvelle, presque fragile. Chaque matin, il passait quelques minutes devant ses objets préférés, ses fragments de vie accumulés au fil des décennies, des photos, des carnets, des lettres jamais envoyées. Parmi eux, la photo d'Anna occupait une place singulière. Il ne la cachait plus. Il la laissait vivre là, près d'une fenêtre où la lumière tombait juste assez pour en révéler les contours. Ce n'était plus un secret, ce n'était plus une douleur, c'était une présence. Il arrivait parfois qu'il s'assoie dans le calme du soir, laissant la ville s'éteindre lentement derrière les vitres. Le bruit du monde ne l'atteignait plus vraiment. La gloire, les tournages, les acclamations, tout cela lui semblait lointain, presque appartenant à un autre homme. Ce qu'il restait, ce qu'il chérissait désormais, c'était cette vérité simple. Il avait aimé, profondément,
même si la vie ne lui avait pas permis d'aller au bout de cette histoire. Il comprit alors que le temps n'efface pas tout. Il adoucit, il transforme, il guérit parfois, mais il préserve aussi ce qui mérite d'être préservé. Et cet amour-là, qu'il avait porté en silence pendant tant d'années, n'avait jamais cessé d'être vivant. Il n'en parlait pas souvent. Il n'avait pas besoin de grands mots. Son cœur, lui, savait. Et si aimer, c'était simplement se souvenir sans rancune? Et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions? La lumière du soir glissa une dernière fois sur la photo posée devant lui. L'air se fit plus doux, presque immobile. Et quelque part, dans le silence, leur histoire continue encore.